Oh! Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour une autre vidéo de la série Preview pour la LNH saison 2019-2020. Aujourd'hui on s'attaque aux Canadiens de Montréal. Alors pour ceux et celles qui sont des fans du Canadien, sachez que dans ma vie on m'a souvent reproché le fait que j'ai beaucoup d'affection pour les Coyotes de l'Arizona. Mais si on me pose la question qui je souhaite qui gagne la coupe le plus, ça va toujours être le Canadien de Montréal. Ça va toujours être ma ville. Mais overall, je me définis beaucoup plus comme un amateur de hockey que comme un fan d'une équipe en particulier. Alors, le Canadien de Montréal, voici ce que j'ai à dire. C'est probablement la seule équipe de toute la LNH que j'ai absolument rien à vous apprendre dessus. Parce que vous êtes probablement des très très grands amateurs du Canadien, vu que je parle quand même à des amateurs de hockey francophones. Fait que peut-être qu'un point de vue différent, ça peut être intéressant. C'est une analyse essentiellement statistique puis basée sur mes observations au cours de la dernière année. Fait que, bref, lançons-nous dans le sujet. Alors, le Canadien de Montréal l'année passée, c'est une équipe qui a été franchement très surprenante. Moi, je faisais partie des sceptiques l'année passée. Je me disais que c'était probablement une des pires équipes de l'association de l'Est. Et j'avoue que j'ai été plus que surpris de leur début de saison. Mais par la suite, là, il y a eu des séquences où ça a été plus difficile, des séquences où ça a été un petit peu mieux. Fait que, bref, ça a été des séquences des fois bonnes, des fois mauvaises. Ça a été assez irrégulier. Même si de manière générale, au niveau des deux moitiés, c'est très régulier, il reste que la saison a été assez chaotique de manière générale. Moi, je suis un gars qui, en étant un amateur des Coyotes, je suis Max Domi depuis ses débuts dans la LNH. Moi, je faisais pas partie de ceux qui disaient que cette équipe-là allait compétitionner pour les séries. Moi, je faisais pas partie de ceux qui disaient que Max Domi allait faire plus que 20 buts l'année qui allait venir. Et j'ai été agréablement surpris. Bon, je l'avoue, et je dois avouer que Bergevin avait vu venir ça. Bon, je ne sais pas comment il a fait, là, mais il reste que lui, il avait vu un potentiel dans son équipe, et franchement, il a été assez précis. Il disait que son équipe allait compétitionner pour les séries, puis il avait dit avec assurance que Domi allait faire beaucoup plus de points qu'il en avait fait par le passé, et effectivement, il en a fait beaucoup plus. Alors bref, cette équipe-là a été de manière générale très surprenante parce qu'elle a joué un système de jeu qui était très rapide et qui était très efficace et elle avait des faiblesses majeures. Et ces faiblesses majeures, c'est les unités spéciales. Ça a été la plus grande faiblesse de cette équipe-là. J'entends souvent dire que les Canadiens ont une très grande faiblesse au niveau de la défense. Pas faux. C'est pas la meilleure défense de la Ligue. Mais ceci étant dit, si Carey Price goal comme il sait si bien goaler, toutes les statistiques des défenseurs vont aller à la hausse. Puis à ce moment-là, on va se ramasser avec une fausse bonne défensive. Mais il faut quand même une défensive qui est capable de faire des points. Puis, on a peut-être quelques problèmes là-dessus. C'est peut-être, la signature de Jake Gardiner aurait été une signature très intéressante, je pense, pour le Canadien. D'avoir un défenseur à caractère offensif du côté gauche, ça aurait été très intéressant. Bon, bref, on met ça de côté. L'année passée, le Canadien de Montréal, c'est 44 victoires, 30 défaites, 8 défaites en prolongation, 96 points. On a passé si près de faire les séries, mais malheureusement, on les a manqués à cause des salauds Blue Jackets. C'est une moyenne de buts marqués par match de 3.0, ce qui est quand même très respectable. À 3.0, on est à égalité au 13e rang de la LNH au niveau des buts marqués par match. Une moyenne de buts accordée de 2.88, ce qui nous donne le 13e rang dans la LNH. Un avantage numérique de 13.2. Ce qui nous donne le 30e rang dans la LNH et un désavantage numérique de 80.9, ce qui nous donne à égalité le 12e rang dans la LNH. Le Canadien a terminé au 9e rang dans l'Est et 14e rang dans la Ligue nationale. La première moitié de saison, donc les 41 premiers matchs, le Canadien, c'est 22 victoires, 49 points, 13e rang dans l'Est. Pour la séquence de temps, donc à partir du moment où le Canadien joue son 42e match jusqu'à la fin de la saison, c'est 22 victoires, 47 points, 14e rang dans l'Est. Ils ont terminé au total 9e rang dans l'Est. Donc pourquoi est-ce qu'on a des pointages plus élevés ici? C'est parce que les équipes ont interchangé et que ça ici, les positions, c'est par rapport aux dates du 0 à 41, puis du 42 jusqu'au 82. On comprend la logique? Bon, bref. Le meilleur buteur l'année passée aura été Brendan Gallagher avec 33 buts. Le meilleur pointeur, Max Domi, avec 72 points. Le meilleur défenseur, sur un point de vue statistique, 46 points pour Jeff Petrie. Un différentiel plus-moins de -5. Si vous voulez un défenseur qui est plus balancé, on va y aller avec Shea Weber, qui a un différentiel plus intéressant. 33 points, 58 matchs. S'il avait joué une saison complète, Weber aurait été le meilleur défenseur de cette équipe-là. Donc,
Ce qui est intéressant avec le Canadien de Montréal, c'est ses jeunes. Et moi, je suis tout excité avec la relève du Canadien de Montréal. J'ai pas pu mettre tous les gars que j'aurais voulu mettre ici. Mais ceci étant dit, je pense pas que tous ces gars-là vont être capables d'intégrer l'alignement. Donc la section que je mets ici, c'est des joueurs qui peuvent peut-être intégrer l'alignement du Canadien pour l'année prochaine. Maintenant, à savoir, il y a d'autres jeunes qui sont très intéressants, qui n'ont pas été inscrits dans la liste ici. Je pense entre autres à Fleury, qui joue comme défenseur à Laval, que moi je trouve super intéressant. Josh Brook, que j'ai pas mis non plus. Vraiment, lui, il a éclos l'année passée au niveau junior. Donc c'est un gars qui va être à suivre à Laval aussi. Donc il y a des noms qui sont des noms Romanov, qui va jouer dans la KHL. Il y a des noms qui ne sont pas inscrits là. Mais quand même, je pense qu'on a un certain potentiel ici avec les jeunes qu'on a ici. Pour ce qui est du code de couleur, ben, sachez que les gars qui sont en vert, c'est des jeunes qui vont peut-être être nouveaux à intégrer l'alignement. Pour ce qui est des gars qui sont en rouge, c'est des gars qui se sont ajoutés au courant de la saison morte, donc pendant l'été cet été. Les gars en bleu, ben ça c'est des gars qui sont déjà connus à Montréal. Donc ils ont déjà joué plusieurs matchs avec le Canadien de Montréal. Ils peuvent être jeunes comme ils peuvent être expérimentés. Ça veut juste dire qu'ils sont déjà connus dans l'équipe. Donc, on va y aller avec les jeunes maintenant. Le premier jeune que moi je vais identifier, c'est celui qui est probablement le plus probable pour pouvoir percer l'alignement l'année prochaine. Et c'est Ryan Poehling, un jeune homme de 20 ans, un choix de première ronde en 2017. Ryan Poehling, c'est surtout par rapport au fait de son physique, je pense que ce gars-là est prêt pour jouer dans la Ligue nationale. Et aussi dû au fait qu'on ne le voit pas nécessairement comme un futur premier centre dans la LNH. Ce qui fait que de le faire jouer sur un quatrième trio ne devrait pas être un très très gros problème. Parce qu'honnêtement, là, on a trop de joueurs dans cette équipe-là. On a juste trop de joueurs. On a des scratchs à n'en plus finir. Si vous regardez mes autres vidéos des autres équipes, vous allez voir, j'ai beaucoup moins de scratch, mais c'est hallucinant de voir la compétition qu'on veut mettre au sein du Canadien de Montréal. Elle est très intéressante et on a juste trop de joueurs. Fait que c'est ce qui fait que Ryan Poehling, d'après moi, c'est celui qui est le plus propice et probablement qui va avoir un spot sur le quatrième trio. C'est ce que je propose. Mais encore là, vous allez voir qu'il peut se faire bumper. Donc, Ryan Poehling, l'année passée, lui, il jouait au niveau universitaire en 36 matchs. C'est un total de 31 points. Quelque chose qui est à mentionner concernant Ryan Poehling, c'est qu'il a fait uniquement 8 buts en 36 matchs l'année passée. C'est pas un fin marqueur. C'est un gars qui est un gros bonhomme, qui va dans les bonnes zones, qui est capable de marquer, mais qui n'est pas nécessairement un très fin marqueur. Là, ce que je veux souligner concernant Ryan Poehling, c'est qu'en 2017-2018, il y avait 36 matchs, 31 points. Puis l'année passée, c'est à peu près la même chose aussi, 36 matchs, 31 points. Donc, il n'y a pas vraiment eu une amélioration vraiment notable au niveau statistique entre l'année d'avant et l'année passée. Mais Ryan Poehling a quand même un fort potentiel qui fait qu'il pourrait jouer dans la NH dès l'année prochaine. Par la suite, on va y aller avec Nick Suzuki. C'est un joueur de centre de 20 ans, choix de première ronde en 2017 aussi. Vous allez voir que le draft de 2017 revient 3 fois. C'est intéressant. Nick Suzuki, pour sa part, lui, c'est un gars qui a excellé au niveau junior l'année passée. Il jouait dans la Ligue de l'Ontario, c'est 94 points en 59 matchs. Il avait fait une centaine de points l'année d'avant, donc pas nécessairement une très très grosse amélioration. Mais là où il devient exceptionnel, lui, c'est au niveau des séries. Au niveau des séries, il a fait 42 points en 24 matchs. Au niveau de la Coupe Memorial, c'est 4 points. C'est 7 points en 4 matchs, pardonnez-moi. Fait que franchement, Nick Suzuki, c'est un gars qui a excellé après la saison régulière. Donc c'est un gars qui, je crois, peut vivre avec la pression. Puis ce qu'il faut mentionner, c'est que Guelph a tiré de l'arrière dans presque toutes ses séries, si je me souviens bien. Là. Fait que c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de caractère pour ce qui est de l'adversité. Et ça, c'est super intéressant. Sauf que Nick Suzuki a un point particulier, c'est que je mets scratch parce qu'il faut qu'il joue sur un de tes 2 ou 3 premiers trios, puis je pense pas qu'on va avoir de la place pour lui à ce niveau-là. Donc aussi bien faire jouer des grosses minutes dans la Ligue américaine plutôt que de faire perdre son temps dans la Ligue nationale. C'est mon impression. Dans le cas de Ryan Poehling, j'ai oublié de mentionner une chose, c'est qu'il a été nommé le joueur par excellence du championnat junior international l'année passée, un total de 8 points en 6 matchs. Donc au niveau international, il a très bien fait, même si sa progression au niveau universitaire est ordinaire. Au niveau international, il est très bien fait. Je veux également parler du joueur de centre Jake Haven, 23 ans, choix de 7e ronde en 2014. Jake Haven, l'année passée, jouait dans la Ligue américaine à Laval. C'est 67 matchs, 13 buts, 32 assists, 45 points. La raison pour laquelle je le mets là, c'est parce que Bouchard a énormément confiance en lui. Il a joué de très très grosses minutes à Laval l'année passée. C'est un gars qui devrait être très propice à être rappelé, d'après moi. C'est un jeune qui est intéressant, un choix qui est très tardif, mais il s'est vraiment bien développé. Alors c'est un gars que j'aimerais voir faire quelques apparitions au niveau de la LNH. Dans le cas de Jake Haven, une chose qui est intéressante, c'est qu'il a été le meilleur en termes de points en avantage numérique l'année passée à Laval avec 23 points. Fait que peut-être est-ce que ça peut être intéressant pour un avantage numérique qui est vraiment très boiteux de l'essayer, si à un moment donné on le rappelle, de l'essayer sur le deuxième avantage numérique. Peut-être. Bon.
Par la suite, j'y vais avec Caden Primo, un gardien de but de 19 ans, choix de 7e ronde en 2017. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'au moment de son repêchage, l'année d'avant, Caden Primo, semble-t-il, avait des très mauvais liens avec son entraîneur, ce qui expliquerait pourquoi il y avait des statistiques bien ordinaires. Mais ce gars-là, du moment où il a tombé au niveau universitaire, il a honné à peu près tout ce qu'il a fait. Fait que c'est ce qui fait que c'est un très fort potentiel au niveau des gardiens de but. Et moi, je veux le voir comme partant à Laval. Je veux pas le voir comme auxiliaire, je veux le voir comme partant à Laval parce qu'il y a un très fort potentiel. Peut-être pas en début de saison, mais éventuellement, puisque la saison va avancer, j'espère qu'on va l'essayer comme partant avec le Rocket. L'année passée, Caden Primo, il jouait au niveau de la NCAA, c'est 36 matchs, une moyenne de 2.09, 933 en termes de pourcentage d'efficacité. Au niveau du championnat mondial junior, il y a eu une moyenne de 1.61, 936 d'efficacité, meilleur gardien du championnat. Alors franchement, très très fort potentiel en Caden Primo. C'est un gars en qui je crois beaucoup. Et c'est un gars qui est réputé pour être vraiment très focus, très concentré. Et on va terminer le tout avec Cole Caulfield, 18 ans, choix de première ronde en 2019. C'est un fin marqueur, ce gars-là. L'année passée, c'est au niveau du programme américain des moins de 18 ans. 64 matchs, 72 buts, 28 passes, 100 points. Il a battu le record pour le plus de buts dans le programme moins de 18 ans américain qui était détenu par Austin Matthews avec 55 buts. Alors, comme vous pouvez voir, la relève est super intéressante avec le Canadien de Montréal, mais l'année prochaine, on n'aura pas tout ce beau monde-là. Alors ça, c'est un line-up que je vous propose. C'est pas un line-up qui est nécessairement crédible. Ben, en fait, c'est pas lui nécessairement qui va être là au début de la saison, mais je pense que c'est un line-up qui peut avoir du sens. Donc, le premier ailier gauche, moi, je vais y aller avec Tomas Tatar, 58 points en 80 matchs l'année passée. Écoutez, Tomas Tatar, comme plusieurs autres joueurs du Canadien, ont connu leur meilleure saison l'année passée, mais il est encore dans son prime. Donc, d'après moi, ce gars-là va répéter encore une bonne saison. Philippe Danault, j'y vais comme premier centre, 53 points en 81 matchs pour la simple et bonne raison que je sais que Claude Julien a vraiment énormément confiance en lui. Puis c'est un gars qui joue bien défensivement, donc qui peut arrêter les meilleurs trios des autres équipes. On n'a pas les meilleurs premiers trios de la LNH. Fait que tant qu'à ça, aussi bien essayer de bloquer les meilleurs trios de la LNH, puis après ça, nous autres, y aller avec un trio peut-être un peu plus offensif. Bon, c'est mon opinion. Par la suite, j'y vais avec Brendan Gallagher, qui a été le meilleur buteur l'année passée. Une coupe de saison de 30 buts pour Brendan Gallagher l'année passée. C'est 52 points en 82 matchs. C'est un gars qui a beaucoup de hargne et il mérite sa place sur un premier trio. Jonathan Drouin, en tant que deuxième ailier gauche, 53 points en 81 matchs. Moi, j'ai le feeling que ce gars-là, si tu le fais jouer avec un joueur plus défensif, là, j'ai mis les Conan, je pense que il peut faire plus de points. Parce qu'il va se porter plus à l'attaque. Il n'essaiera pas trop d'en faire. Donc, à ce moment-là, il va pouvoir être plus créatif. Je le souhaite. D'après moi, Drouin devrait avoir une meilleure saison l'année prochaine qu'il a connue cette année. Max Domi, 72 points en 82 matchs l'année passée. Ça a été une éclosion vraiment exceptionnelle pour lui. Je pense que c'est un gars qui peut répéter quand même dans les 60, peut-être pas 70, mais dans les 60 points assez aisément, parce qu'il y a un fort potentiel, mais je crois qu'il peut refaire une saison assez similaire à ce qu'il a connu. Et si ça va bien toute l'année avec Drouin, peut-être même une meilleure saison que l'année passée. Arturo Ikonen, 31 points en 82 matchs l'année passée. Je vais avec ma deuxième ligne. C'est pas mon top 6 numéro 1, Ikonen, honnêtement, mais je pense qu'un joueur plus défensif et qui est capable de suivre le rythme de Domi et de Drouin peut être intéressant sur cette ligne-là. Par la suite, en termes de troisième ligne, j'y vais avec Paul Byron, 31 points en 56 matchs l'année passée. Quelques frustrations pour lui l'année passée. Je pense qu'il peut se relever, pas de problème. Par la suite, troisième centre, j'ai eu avec Jesperi Kotkaniemi, 34 points, 79 matchs. Je ne crois pas à la théorie de la deuxième année pour ce qui est de Kotkaniemi. Honnêtement, moi, je pense que ce gars-là peut faire plus que 34 points l'année prochaine. Je te dis pas de faire un 60 points, là, mais d'après moi, il peut aller chercher dans les 40 points l'année prochaine parce que c'est un gars qui est intelligent et il va être capable de gérer son énergie. J'ai confiance qu'il va nous connaître une bonne année l'année prochaine. Troisième ailier droit, j'y vais avec Joël Armia, 23 points en 57 matchs, excellent le long des bandes. En termes d'ailier gauche, Nick Cousin sur la quatrième ligne, 27 points en 81 matchs. C'est un gars que je suis depuis quelques années, vu qu'il était avec les Coyotes. C'est surtout un gars qui bave. C'est un gars qui est assez baveux, qui va chercher l'adversaire. C'est pas nécessairement un gros buteur, mais il peut faire des buts importants de temps en temps. C'est pas un joueur exceptionnel offensivement, mais c'est un joueur qui peut amener une belle énergie très intéressante pour un quatrième trio. Et là, j'y vais avec Ryan Poehling comme étant mon quatrième centre. 3 points en un match, c'est vraiment pas révélateur de ce qu'il va nous donner cette année. Mais Nate Thompson pourrait très bien aussi être un joueur de centre de quatrième trio. À ce moment-là, Poehling pourrait peut-être jouer sur un aile. On peut faire un paquet de mouvements avec cette équipe-là. Comme je vous dis, il y a tellement de profondeur dans l'équipe, ça n'a pas de sens. Jordan Will comme étant mon quatrième ailier droit, c'est 21 points en 63 matchs l'année passée. Et là, on y va avec les scratchs. Thompson, Hudon, Pekka, Weiss, Suzuki, Evans et d'autres. Fait qu'il y a un paquet de profondeur dans cette équipe-là. Vous pouvez jouer vraiment beaucoup au niveau
de l'alignement, mais je pense que le top 6, à part peut-être les Conan, je pense qu'on est assez solide à ce niveau-là. Par la suite, au niveau des défenseurs, j'y vais avec Victor Mété comme premier défenseur gauche. Je ne suis pas un amateur de Mété sur la première paire. Vraiment pas. Je préférerais voir Kulak sur la première paire que voir Mété, mais le problème que j'ai, c'est que je veux pas voir Mété jouer avec Noah Yosun parce qu'ils sont jeunes les deux. Je préfère qu'ils jouent avec des gars qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience. Et comme Yosun est un joueur qui est peut-être un petit peu plus défensif, puis que Kulak est peut-être un petit peu plus offensif, je trouve que ça fait une belle balance avec défenseur offensif, défensif, défensif, offensif, offensif, défensif. Ça fait un beau mix. Alors, Mété l'année passée, c'est 13 points en 71 matchs, pas un foutu but. N'importe quel autre défenseur du Canadien dans mon top 6 a plus de buts que Mété, mais bon, c'est un détail. Par la suite, premier défenseur droit, pas de question, chez Weber, 33 points en 58 matchs, le défenseur le plus solide. Ben Sherrod, c'est un gars que j'ai suivi avec les Jets de Winnipeg parce que je suis les Jets de Winnipeg et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu une progression qui a été tranquille, il n'y a pas eu une progression fulgurante, mais l'année passée, quand il a été appelé à jouer avec Dustin Byfuglien à cause de blessures avec les Jets, il a livré la marchandise. C'est un défenseur qui est mobile, qui est beaucoup plus défensif, qui lit bien le jeu et qui peut jouer physique. Alors, c'est ce qui fait que le mix qu'on veut faire avec Petrie est super intéressant selon moi. Et c'est ce qui fait que si à un moment donné, on veut peut-être réduire les minutes de chez Weber, on aurait une paire qui pourrait monter assez aisément en Sherrod et Petrie. C'est mon opinion. Par la suite, Jeff Petrie, le meilleur défenseur offensif l'année passée, 46 points en 82 matchs. Je devrais pouvoir répéter une saison comme ça. Brett Kulak, un défenseur relativement sous-estimé avec le Canadien, 17 points en 57 matchs. D'après moi, il peut faire plus de points que ça. Et par la suite, on y va avec Noah Yosun, 21 points en 5 matchs. Un jeune homme qui va faire sa marque dans la NH défensivement et non offensivement. En termes de scratch, profondeur, Follin, Riley, Asner, Ouellette, Brooke, Fleury, je sais pas, il y en a plein. Il y a plein de profondeur dans cette équipe-là. Fait que c'est ce qui fait qu'ils vont avoir un très très gros challenge. Puis j'ai bien hâte de voir qui va sortir là-dedans. Au niveau des gardiens de but, ben là, je pense qu'on se pose pas vraiment de questions. Carey Price est assurément le premier gardien de but de cette équipe-là. 66 matchs, 2.49, 918 l'année passée. Ça a bien été pour lui. On se croise les doigts que ça aille bien encore parce que si Price va bien, tout le reste de l'équipe va bien. C'est aussi simple que ça. Puis les défenseurs vont avoir des meilleures statistiques au niveau défensif, ça c'est sûr. L'acquisition de Keith Kincaid, intéressante pour ce qui est d'un gardien de but auxiliaire. C'est un gars qui peut faire la job d'un gardien de but auxiliaire. Il a surtout un très bon tempérament, aimé par ses collègues. On croit en lui. 41 matchs l'année passée, 3.36, 891. C'est pas exceptionnel, mais je pense qu'il peut faire mieux que ça s'il a peut-être moins de responsabilités sur les épaules. Si le Canadien joue en confiance, Kincaid va assurément avoir des meilleurs stats. Puis le troisième gardien de but, j'y vais avec Charlie Ingram, simplement parce qu'il a plus d'expérience au niveau de la LNH. Mais très honnêtement, c'est pas un gardien de but qui me met en confiance. Fait que, l'année passée, dans la Ligue américaine, Ingram, c'est 33 matchs, 2.94, 884. Alors, selon moi, si ce que je vois de tout ça ici en termes de statistiques, le Canadien de Montréal est une équipe qui ne s'est pas vraiment améliorée de beaucoup. Oui, Sherrod est peut-être mieux que Jordie Benn, mais je ne crois pas qu'on s'est vraiment grandement amélioré. Assurément, par contre, Kincaid va être meilleur que Niemi. L'année passée, ça a été désastreux. Alors, si j'avais à prédire à quelle position cette équipe-là devrait finir l'année prochaine, je pense que c'est une équipe qui va encore courir pour les playoffs. Honnêtement, là, la position de 9, elle est potentielle. J'irais probablement entre, dans l'Est, mettons, 8, mettons 7 à 11, genre, en quelque part là-dedans. Là, je pense qu'ils vont faire partie des équipes qui vont courir pour les séries, mais qui ne seront pas confortables en série. L'indice des Hockey Guys, lui, il va avec la position dans la division. Et là, au niveau de la division, selon lui, le Canadien devrait finir entre 3 et 5e dans la division Atlantique. La division Atlantique est une division qui est solide avec les premières équipes, mais qui est faible avec les autres. Et je ne crois pas que des équipes comme Ottawa ou Buffalo s'est vraiment grandement amélioré. Alors, c'est ce qui fait que, d'après moi, le Canadien devrait finir, moi, je me risquerais plus à dire entre 4 et 6, d'après moi, plutôt que de 3 et 5. Fait que c'est mon opinion. Alors, quelle est votre opinion à vous? Selon vous, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se démarquer, des joueurs qui vont sortir du lot? Je pense que les joueurs qu'on s'attend à beaucoup de choses, c'est probablement Ryan Poehling. Là. Mais on va voir. Moi, je vais avec Drouin. Bon, Drouin, d'après moi, c'est un gars qui
qui peut éclore et vraiment être très surprenant cette année. Alors, j'espère très fortement que ça va être lui pour ce qui est du joueur qui va être exceptionnel ou du moins qui va se démarquer et qu'on s'en attendait peut-être un peu moins. Je pense que pour les amateurs du Canadien, vous allez aimer Ben Sherratt, honnêtement. Il joue avec beaucoup de cœur. C'est un gars qui est quand même relativement low profile, mais il va pas chercher le Kodak, mais il frappe fort, il est intelligent, puis il s'adapte relativement bien. Puis comme je vous dis, Byfuglien, c'est un défenseur qui avançait beaucoup offensivement. Fait que d'avoir un Patriot avec lui, c'est vraiment pas un problème. Là. Fait que je pense que vous allez bien aimer Ben Sherratt. C'est un gars que moi j'aime vraiment particulièrement. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur qui est à risque dans cette organisation-là, un joueur qui pourrait éventuellement sortir? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de question à savoir pour ce qui est de Charles Hudon. Là. C'est un joueur qui est très à risque dans cette formation-là. Alors, quelle est votre opinion à vous? Où est-ce que vous pensez que le Canadien va terminer? Quels sont les joueurs, d'après vous, qui vont se démarquer au courant de l'année puis qu'on s'en attendait peut-être un petit peu moins? Les joueurs qui sont forts à risque, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, bien entendu, aimez-la. Je vous invite également à la partager, question qu'on jase de hockey avec plus de monde. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour les notifications, puisque ce n'est pas terminé pour ce qui est de la liste des previews de la saison 2019-2020 de la LNH, puisqu'il en reste encore plusieurs équipes à faire des previews. Alors, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, bye bye!